25 décès sur 86 cas enregistrés sur le bilan fourni cet après-midi par le ministre de la Santé publique suite à une épidémie de l'hépatite virale E dans la région de Difa. Détail dans cette édition. Le départ de Ben Omar au ministère de l'Enseignement supérieur n'est qu'un premier pas dans la lutte qu'ils ont engagée, estime le responsable du comité directeur de l'USN. Précision dans ce journal-là. Mercredi 19 avril 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre, le ministre de la Santé publique a animé cet après-midi un point de presse pour déclarer officiellement une épidémie de l'hépatite virale E dans la région de Difa. À la date de ce 19 avril 2017, 86 cas ont été enregistrés et 25 décès, dont la plupart des femmes enceintes. Le résumé de ce point de presse avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Il s'agit pour le ministre de la Santé, entouré de ses plus proches collaborateurs et autres partenaires, de tenir informé l'opinion publique nationale sur l'apparition d'une maladie dans la région de Difa, une épidémie d'ictère dénommée hépatite virale E, dont la persistance à l'extrême est du pays a inquiété les autorités sanitaires. Depuis quelque temps, des cas d'ictère ou coloration jaunâtre des yeux sont enregistrés dans les formations sanitaires de la région de Difa. La majorité des patients sont des femmes enceintes. Au regard de l'augmentation des cas, le district sanitaire de Difa a entrepris une investigation poussée. Des échantillons ont été prélevés et transmis au laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar. Les résultats confirment l'hépatite virale E. À la date d'aujourd'hui, 19 avril 2017, il a été enregistré 86 cas, dont malheureusement 25 décès. Face à cette situation, des mesures s'imposent. Activation du comité national et du comité régional de gestion des épidémies, mise en œuvre du plan de contingence des urgences et épidémies au niveau de la région de Difa, réalisation d'une investigation préliminaire par le district sanitaire de Difa, prise en charge gratuite des malades, sensibilisation de la communauté pour un recours précoce aux soins, une investigation plus approfondie composée de tous les ministères sectoriels impliqués dans le cadre de l'approche Une seule santé, dont le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Élevage, avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Au ministre en charge de la Santé de donner d'amples explications sur la maladie et ses signes cliniques. L'hépatite E est une maladie du foie qui se transmet le plus couramment par la consommation de l'eau contaminée par les excréta humains et les mains sales. Les principaux signes de l'hépatite virale E sont fièvre, maux de tête, vomissement, ictère ou yeux rouges ou yeux jaunes, douleur abdominale associée à une perte d'appétit. Chez les femmes enceintes, on peut noter des douleurs du bas-ventre. En outre, la personne affectée peut présenter des urines foncées. L'hépatite virale E est une maladie qui entraîne plus de décès chez les femmes enceintes. Ainsi, il est demandé à la population d'être vigilante et se présenter très tôt au centre de santé le plus proche pour recevoir le traitement qui est gratuit en cas d'observation d'un des signes. Mais le ministre rassure que la situation est encore sous contrôle. Santé. Toujours du 13 au 14 avril dernier, l'hôpital régional poudrière de Niamey a servi de cadre à un atelier de réanimation néonatale. Une rencontre d'échange qui vise à renforcer les compétences des professionnels de la santé sur cette problématique sanitaire à l'initiative de Nestlé Niger en collaboration avec 3 associations du secteur. Retrouvons encore une fois de plus Adam Soumana. Conscient du fort taux de mortalité néonatale au Niger, le ministère de la Santé publique et Nestlé Niger, dans le cadre du partenariat public-privé, conjuguent leurs efforts afin d'y remédier, d'où l'organisation de cette rencontre d'échange sur la réanimation néonatale.
Des assises dont l'objectif vise à contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé en général et ceux de la mortalité infantile en particulier. La réduction de la mortalité passe par le renforcement des capacités des professionnels de santé en soins obstétricaux, néonataux et surtout la dotation en équipement adéquat des structures sanitaires. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé publique, à travers la direction de la santé mère-enfant, l'association nigérienne de pédiatrie, avec l'appui du groupe Nestlé, organise cet atelier de formation sur la réanimation de nouveau-nés. Donc, l'objectif principal est de contribuer à la réduction de la mortalité néonatale au Niger en amenant les praticiens à être simples, précis et efficients dans les gestes du quotidien en salle d'accouchement et de réanimation. Au-delà de cette formation, proprement dit, 4 structures hospitalières bénéficieront d'une dotation en kit de réanimation néonatale, notamment la maternité Saint-Laurent, le CHR Bouloudière, l'hôpital Gawai et la maternité Magoma. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne terminerai point mon allocution sans remercier les partenaires techniques et financiers, notamment le groupe Nestlé, pour l'appui qui ne cesse d'apporter au ministère de la Santé publique pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, pour la survie plutôt de l'enfant au Niger. Cet atelier qui se veut une contribution de Nestlé Niger dans le cadre de son programme intitulé Nestlé s'engage a été marqué par plusieurs présentations des spécialistes membres des associations œuvrant dans le secteur relativement au thème, mais aussi et surtout avec de la pratique à la satisfaction de Nestlé Niger. Des remerciements à l'endroit de l'hôpital La Poudrière. Là, depuis ces 2 jours, on a senti un engagement de l'ensemble du personnel. Le personnel était vraiment disponible pour nous accompagner afin que nous puissions atteindre cet objectif qui est commun, le renforcement des compétences des professionnels de la santé. Un autre remerciement, c'est à l'endroit de tous les participants, que ce soit les participants de l'OBI. Lors de l'atelier, la phase pratique, nous avons vu que les gens qui étaient engagés, c'était l'objectif recherché. À la sortie de cette salle, chaque sage-femme, chaque infirmière qui a pu participer à cette formation puisse, à un moment donné, réanimer un enfant dans le test respiratoire. Donc je pense que cet enseignement a été bien donné par les formateurs. Je les remercie pour cet engagement. À l'issue de 2 jours de formation, Nestlé Niger, pour joindre l'utile à l'agréable, a fait don de kits de réanimation néonatale aux 4 structures hospitalières pilotes qui serviront également à garantir la pérennité de cette formation. Sa libération a été annoncée dans la matinée du mardi 18 avril. Michael Zodi a quitté la maison d'arrêt après la prière de Maghreb à la porte. Ses camarades acteurs de la société civile l'attendaient pour le conduire à son domicile. L'ambiance était au rendez-vous, nous rapporte Nafis Zakou et Sadou Doumi. Il aura fallu passer 13 jours de détention à la maison d'arrêt de Niamey avant de retrouver ses camarades en cette soirée du 18 avril. L'acteur de la société civile était poursuivi pour concussion. Pour le juge en charge de son dossier, le fait n'est pas constitué. Par conséquent, Michael Zodi retrouve sa liberté que la lutte continue, déclare-t-il. Par la grâce de Dieu et aussi par l'indépendance de la justice, effectivement, je viens d'être libéré. Donc cette chose que les gens ont voulu me coller ne tient pas au niveau de la justice. Donc c'est pour ça que j'ai été libéré et je sais très bien parce que nous dérangeons, parce qu'aujourd'hui plusieurs affaires sur la table. Et tenez bien, le procureur s'était auto-saisi pour me poursuivre parce que sur Facebook, effectivement, il y a une lettre du ministère des Enseignements secondaires qui est adressée au ministère de la fonction publique. Donc il a pris cette lettre-là pour s'auto-saisir et me poursuivre. Pourtant, il y a plusieurs affaires qui sont là et il ne s'est pas auto-saisi jusqu'à présent. Et c'est parce que aussi nous avons signé la pétition, c'est parce que aussi nous avons demandé la lumière sur les 200 milliards et vous avez constaté, j'ai fait partie des signataires par rapport
à la poursuite que nous voulons engager contre X. Donc c'est pour cela que les gens ont voulu effectivement casser notre élan et dire merci, nous sommes sortis réagardis et nous allons continuer cette lutte parce que nous sommes engagés, nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que nous tenons bon, nous avons le bon fil et Inch'Allah la justice va triompher. Et je profite de l'occasion effectivement pour remercier les acteurs de la société civile, la population entière, le peuple entier qui était derrière moi et aussi beaucoup les médias aussi qui nous ont accompagnés dans cette rude épreuve et nous sommes ressortis effectivement, nous sommes convaincus. Au-delà de ça, j'ai ma maison d'arrêt d'ici, c'est un camp de concentration comme à Hitler. Et c'est un camp de concentration de la 7e République, je dis bien, parce que il y a 320 places. C'est une prison de 320 places. Aujourd'hui, il y a plus de 1400 détenus qui sont là. Même les égouts sont à exploiter. Donc aujourd'hui, le ministre de la Justice doit prendre des dispositions pour créer les conditions pour que, au moins, dans une maison d'arrêt, au moins les droits humains doivent être respectés. Si des prisonniers passent la nuit dans des égouts, ils n'ont même pas où aller. Et aussi, ils ont un repas par jour. J'ai dit bien un repas par jour. Donc il faudrait que la 7e République crée les conditions pour que ces détenus-là, au moins, aient le minimum de survie. Donc je me porte comme leur porte-voix. Signataire de la plainte contre X dans l'affaire Iranium Gate, Meïk Zodi fait aussi partie des organisateurs des marches citoyennes du 21 décembre 2016 et 4 février 2017. Il est également très actif dans le combat pour la défense des acquis démocratiques et de la bonne gouvernance. Démissionnaire du poste de rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Meïk Zodi a une prise de position qui gêne certainement le régime en place. Fonctionnaire de l'État, l'acteur de la société civile Meïk Zodi a été poursuivi pour concussion, un fait non constitué, selon le juge qui a traité ce dossier. Explication de l'avocat de Meïk Zodi, Maître Ali Kadri. Le juge a relaxé le prévenu en estimant que les faits ne sont pas établis à son encontre. C'est-à-dire que pour le juge, la poursuite manque de base légale. Et cela, nous l'avons plaidé. Dès le départ, nous avons pertinemment que l'infraction n'est pas caractérisée du point de vue de la loi pénale. Parce que comme vous le savez, la concussion signifie simplement qu'un fonctionnaire, dans l'exercice de ses tâches, a eu à faire payer un usager des prestations dont la loi n'a pas prévu le paiement. Puisque la loi n'a pas prévu le paiement, si on vous taxe de payer ce montant pour une signature, on dit qu'il y a concussion. Donc vous conviendrez avec moi qu'au regard de la définition même de l'infraction de concussion, on ne pouvait pas poursuivre mon client pour des faits de concussion. Cette conviction, nous l'avons dès le départ. Et le parquet savait très bien qu'on ne pouvait pas poursuivre, en tout cas au regard des faits, notre client pour concussion. Et nous avons compris en réalité que c'est une façon simplement de faire taire notre client. Parce que vous savez, c'est un acteur de la société civile qui a ses prises de position dans la gouvernance actuelle. Mais je crois que de la façon dont les choses se passent, les Nigériens ont compris qu'en réalité, toutes ces poursuites n'ont d'autre objectif que de museler un certain nombre d'acteurs de la société civile de mon client. Et je pense que ça ne vaudrait pas la peine. La démocratie signifie que la liberté d'expression soit garantie. Mais nous sommes convaincus et nous allons continuer à défendre tous ceux qui sont en train d'être pris injustement. Parce que pour nous, l'essence même de la démocratie, c'est la liberté d'expression et la contradiction d'idées. Donc on ne peut pas continuer à arrêter des personnes parce que simplement ils n'ont pas la même opinion. Donc en ce qui nous concerne, nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à défendre toutes les personnes qui sont en train d'être poursuivies injustement. Et nous le faisons en toute indépendance et avec la conviction qu'il faut.
Une brève avant la suite de cette édition. La synergie cause Niger-Sinaseb a entamé à compter de ce mercredi une grève de 3 jours sur l'ensemble du territoire national. Ces enseignants exigent entre autres le respect des protocoles d'accord entre le gouvernement et les syndicats et le regroupement des syndicats, le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, l'adoption d'une grille spéciale pour les enseignants, la finalisation de recrutement 2012, 2013 et 2014 pour la mise en solde des enseignants recrutés, la poursuite des négociations sur les autres points et la mise à la disposition des camarades à la section H du ministère de Finances. Changeons à présent de registre. Libération des 2 membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens ISN, un des préalables de l'USN avant l'ouverture des négociations. Ils étaient nombreux, les scolaires étudiants qui se sont retrouvés devant la maison d'arrêt de Niamey pour accueillir leurs camarades Asma Oussedou et Sadou Doumi. Il s'agit de Yaye Jibo et Ousseini Amadou, deux responsables de l'Union des scolaires nigériens. Ils étaient poursuivis par le parquet du tribunal de Niamey pour participation à un attroupement armé et pour dégradation d'édifices. Après 4 nuits à la maison d'arrêt de Niamey, les 2 militants de l'USN retrouvent leurs camarades avec toujours une détermination de continuer le combat. Il faudrait que nos détracteurs comprennent qu'ils nous ont donné goût à la prison. Et il faudrait qu'ils comprennent que le combat ne fait que commencer. Nous sommes plus que déterminés par rapport d'abord à la culpabilité des responsables de la tuerie. En l'occurrence, les différents responsables de cette tuerie, tels que le ministre de l'Intérieur chargé à l'intérim, M. Kalla Moutari. Je crois que ça ne sert à rien aujourd'hui de nous donner 3 jeunes policiers pour une bastonnade à un camarade pour les enfermer. Je crois que nous, en tant que dirigeants de l'USN, nous avons assumé la prison, la justice nous a acquittés. Je crois qu'en tant que leader aussi, c'est un devoir pour eux de venir ici. Il faut qu'ils répondent à la justice. Il faut que justice soit faite. Le combat ne fait que commencer. Yaye Jibo et Ousseini Amadou, membres du comité directeur de l'USN, avaient été interpellés 4 jours après les événements du 10 avril 2017 au campus universitaire de Niamey. Leur libération est intervenue après une rencontre entre le président de la République et les membres du CDUSN d'une part et l'échec des négociations initiées par le gouvernement d'autre part. Le départ de Ben Omar au ministère de l'Enseignement supérieur n'est qu'un préalable parmi les 3 fondamentaux exigés par l'USN. Il est donc très tôt pour annoncer la reprise des cours ou dicter la conduite à suivre, ont laissé entendre les responsables du comité directeur de l'USN dans un reportage signé Nafis Hassan. Pour ramener la sérénité dans le monde scolaire et un retour des scolaires à la table de négociation, ces derniers ont posé comme préalable plusieurs revendications, dont entre autres le départ de Ben Omar du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Une revendication à laquelle le gouvernement a répondu favorablement, mais pas suffisant pour le comité directeur de l'USN. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens avait posé des préalables qui étaient clairs, dont entre autres la libération de ses camarades, le limogeage du ministère des Enseignements supérieurs, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante qui va statuer par rapport évidemment à l'assassinat lâche qui a été perpétré à l'endroit de notre camarade de Malabagalé et à son nom. Donc je crois que jusque-là, parmi les préalables, il y a que pour le moment 2 sur les 3 fondamentaux préalables qui ont été posés, il n'y a que 2 qui ont trouvé des suites favorables. Donc tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est que les gouvernements ou les partenaires d'en face sont inscrits dans une logique évidemment
de partir vers un bon sens et de partir avec nous vers des négociations. Nous sommes en train de nous concerter et actuellement nous allons nous concerter avec nos sections pour voir l'orientation qu'il faut donner évidemment au mouvement. Donc pour le moment c'est assez tôt pour vous dire si les cours seront repris ou pas, ou la conduite à tenir dans l'avenir, c'est assez tôt. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que parmi les préalables que nous avons énumérés, d'autres ont trouvé des suites favorables et ça nous réconforte, ça nous donne le courage de poursuivre et de continuer. Pas à 100%. Mais ils sont inscrits dans une logique allant vers le sens de satisfaire nos préalables. Nous sommes pressés et impatients de voir tous les préalables que nous avons posés, évidemment, trouver des suites favorables. Comme ça, ça nous permettra de partir sereinement vers des négociations solides par rapport à tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui les scolaires nigériens. Ainsi, il apparaît vraisemblablement que le seul départ de Ben Omar du ministère de l'Enseignement supérieur est loin d'émousser le mouvement scolaire. Il urge alors que les différentes parties se retrouvent autour d'une même table pour des discussions franches afin de sauver l'année scolaire en cours. Après plusieurs revendications posées par l'Union des scolaires nigériens, hier, le président de la République a procédé à un remaniement technique du gouvernement. Le compte-rendu de Asmaou Seydou et Nasser Seydou. L'un des préalables posés par l'Union des scolaires nigériens avant toute négociation, c'est le limogeage du ministre de l'Enseignement Mohamed Ben Omar. Hier, le président a procédé au remaniement technique du gouvernement. Ben quitte ce ministère, Yahouza Sadissou prend son fauteuil. Un geste d'apaisement, estime Dambajo son Allah. Je pense bien que ce remaniement technique qui vient d'être fait, en réalité, c'est pas pour les étudiants, c'est pour le pays tout entier. Parce que c'était une crise scolaire. Et qui dit crise scolaire touche l'intégralité de l'image et en réalité de la dignité du pays. Et les étudiants ont posé un acte, ou du moins ils ont posé un préalable à partir duquel ils peuvent revenir à la négociation. Et le président est en train de poser ses actes et nous les saluons à juste titre. Parce que les trois préalables sont, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, c'est la libération de tous les étudiants incarcérés, ensuite le déguerpissement du ministre des enseignements secondaires et ensuite la mise en place d'une commission indépendante pour l'enquête sur cette scabreuse affaire de la tuerie ignoble du camarade Mala. Je pense bien que sur les trois, si j'ai bonne mémoire, il y a deux revendications qui sont satisfaites. Et nous lançons un appel et nous l'apprécions à sa juste valeur parce que il faut le reconnaître que le président est en train de faire un pas. Dans tous les cas, au nom de la souveraineté, en tant que père de la nation, et nous l'encourageons à pouvoir continuer pour pouvoir régler ce problème définitivement et de se départir de cette conception de camaraderie que nous savons qu'il y a un certain nombre de ses collaborateurs qui font prévaloir à chaque moment au détriment de l'intérêt général. Je pense bien que le président de la République est sur un bon chemin de pouvoir créer les conditions en tant que premier responsable, en tant que celui qui a le suffrage du peuple nigérien, en tant que celui-là qui a juré sur le Coran de créer les conditions maximales au peuple nigérien pour qu'il puisse s'épanouir et se développer conformément à l'esprit humain. Donc, il n'a de compte à rendre à aucun collaborateur qui n'a pas été élu par le peuple nigérien. Donc, le président de la République est sur le bon chemin et nous l'encourageons à effectivement continuer et de ne pas écouter ces individus. Parce que nous allons les qualifier des individus à partir du moment où ils refusent d'exécuter ce que la loi a prévu pour un dirigeant, parce que la loi a été claire. Quand vous avez des devoirs, quand vous avez des droits vis-à-vis en tant que dirigeant, en réalité des avantages en tant que dirigeant, mais vous avez aussi des devoirs. Et ce devoir, c'est de créer les conditions à ce que ceux-là, au nom duquel vous prétendez être responsable de ce pays, vous les mettez dans les conditions maximales qu'avait prévu la loi pour leur développement. Pour certains acteurs, l'important n'est pas de remanier, mais plutôt de satisfaire les revendications des scolaires. Le remaniement ne résout pas fondamentalement les problèmes. Les problèmes de l'enseignement supérieur, du secondaire et du primaire sont connus. Le gouvernement ne veut pas faire face aux charges qu'impliquent les préoccupations des élèves et des enseignants. Les étudiants là,
C'est quoi leur préoccupation? C'est notamment les bourses et les allocations pour les élèves. Parce qu'il y a les élèves, il n'y a pas que les étudiants, les allocations, et vous avez l'aide sociale. Et vous avez un autre volet au niveau de l'université, c'est les constructions des amphithéâtres. Un ministre de l'enseignement supérieur, il ne peut pas, par sa simple volonté, faire face à ces préoccupations. Donc aujourd'hui, il a eu un remaniement technique, il vaut ce qu'il vaut, mais j'ai l'intime conviction que les problèmes ne seront pas résolus du simple fait qu'on ait remplacé Ben par Yahouza, qui peut être de bonne volonté, mais si l'État ne met pas à sa disposition les moyens qu'il faut, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, puisque les raisons du conflit n'ont pas été réglées. Gageons que c'est parti pour de bon dans la crise qui secoue le système éducatif nigérien agonisant. Visite du ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine Maman Salissou Habi pour constater l'état d'avancement de la nouvelle voie pavée dans le 5e arrondissement au quartier Bangabana, une réalisation du PGRC2U sur un financement de la Banque mondiale. Razak Hamidou. Cette visite a pour objet premier de voir l'avancée des travaux d'une des voies pavées du quartier Bangabana dans le 5e arrondissement. Accompagné du haut-commissaire Niamé Niala ou encore du maire central de la ville de Niamey, le ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine n'a pas caché sa satisfaction. C'est devenu pour nous une habitude, véritablement depuis quelque temps, de venir visiter les chantiers organisés et bien faits par l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le PGRC2U. Et vraiment, une très bonne chose que je dois dire, c'est que vraiment nous nous félicitons de l'accompagnement de ce projet-là pour la ville de Niamey. Et la preuve, c'est que le commissaire Niamey est à côté, le maire est là, les responsables de la région aussi de Niamey sont là, et le maire de l'arrondissement numéro 5. Et vraiment toutes les populations qui doivent bénéficier, y compris les gens du village ou du quartier, qui doivent bénéficier vraiment de ces joyaux. Ainsi, le PGCRDU, à travers l'appui de la Banque mondiale, est en train de gagner son pari de doter ce quartier d'une voie pavée ô combien importante, de plus de 4000 mètres pour un coût d'1,2 milliard de francs CFA, et dont la finalisation est pour très bientôt. Ces pavés qui vont faire un peu plus de 4000 mètres linéaires vont coûter pratiquement 1,2 milliard. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Ça, on vient de visiter des pavés qui sont terminés. Pratiquement, on est à plus de 91%. Il reste que certains travaux à faire complémentaires. Et d'ici quelques temps, ça va être finalisé. Et ça va coûter, ça coûte au moins ce qu'on a vu là, les 1800 mètres linéaires, qui vont coûter pratiquement 500, un peu plus de 500 millions. Et je pense qu'aujourd'hui, les pavés sont bien faits. Et je pense que cette année, vraiment, des pluies va quand même se passer dans de très bonnes conditions pour ces populations riveraines qui d'ailleurs sont très contentes. Une voie urbaine pour les populations bénéficiaires, surtout avec la saison des pluies qui s'annonce. L'éclosion, c'est le titre d'un nouveau journal. C'est un hebdomadaire nigérien d'information et d'analyse dont le numéro 01 est déjà dans les kiosques. L'éclosion a comme directeur de publication Ibrahim Yero. Bon vent à ce journal-là. La suite de cette édition, le village de Angwal Maloumay, situé à quelques kilomètres de la ville de Zender, est désormais la nouvelle destination des habitants de Zender et environnants. Dans ces villages, l'or aurait été découvert, d'où cette convergence massive de la population. Mais selon les spécialistes, ce n'est vraiment pas de l'or. Le reportage de nos confrères de TV Gaskia depuis Zender. Malgré son énormité, la butte de Angwal Maloumay est en train d'être remise à la recherche de l'or par une population toujours croissante qui sort des quatre coins de la région de Zender et même au-delà. Une question qui intéresse le chercheur géologue Dr Abdelkader Moussa Issaka, qui explique d'abord les conditions de mise en place de la roche en tant que telle. Ici, c'est en réalité des zones de dépôt, puisque ce sont des roches sédimentaires qui ont suivi les phénomènes de ce qu'on appelle transport, dépôt, diagénèse. La diagénèse étant le phénomène de compaction des roches. C'est pour ça que vous avez des roches par endroits très compactes, d'autres non compactes. Mais toujours est-il à l'origine, c'est comme le sable qui s'est compacté sous l'effet de la pression. La pression, c'est la charge qu'il y a en dessous,
qui a pressé et qui a permis aux grains de sable de s'interpeller. Mais maintenant, ce que j'interpelle seulement les gens, je suis tout à fait d'accord, les conditions sont favorables, sont réunies pour qu'il y ait de l'or. Mais ça peut ne pas être seulement de l'or. Et effectivement, ils utilisent des engins qu'on appelle les détecteurs de métaux. Ce n'est pas mauvais, ça permet de détecter l'or. Mais l'or n'est pas le seul métal qu'on peut trouver dans ces formations. D'accord? Donc il y a même les grilles hématitiques qui peuvent sonner. De la même façon que Dr Abdelkader ne nie pas la possibilité d'avoir de l'or, il attire cependant l'attention sur l'existence de l'or de fou dont les caractéristiques physiques sont presque similaires. En plus de l'or, il y a ce qu'on appelle la pyrite. La pyrite, c'est ce qu'on appelle l'or de fou. Donc ça peut être l'or ou bien la pyrite, l'or ou l'or de fou. Et c'est facile souvent de les distinguer. La même couleur, le même éclat. Mais la texture, elle est différente. Ou bien l'odeur. Si vous prenez, l'or n'a pas d'odeur. Donc si vous avez un métal qui a les mêmes caractéristiques, couleur et éclat métallique, donc il suffit de sentir l'odeur. Si ça sent l'odeur d'un œuf pourri ou bien des allumettes, ça veut dire que ce n'est pas de l'or, c'est de la pyrite. Ou bien vous essayez de mordre ça et que ça laisse une trace, ça veut dire que c'est de l'or, d'accord? Mais si vous avez des stries, les stries ce sont des traces, des tiretés qui forment des trucs en baguette, d'accord? Donc si vous avez des trucs comme ça, c'est de la pyrite, c'est l'or de fou. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on peut dire, puisqu'on n'a pas encore vu un échantillon ramassé, on va dire de façon générale, c'est soit de l'or alluvionnaire, c'est-à-dire transporté, ou bien de l'or d'altération, c'est-à-dire qu'il y a une altération sur place, les minéraux légers sont partis et l'or est resté sur place. Ce sont donc plusieurs centaines d'individus qui se ruent aujourd'hui vers cette butte dans l'espoir d'en trouver de l'or du petit matin jusqu'aux heures tardives de la nuit. Et à ce niveau, Dr Abdelkader prévient sur les possibilités et les chances d'en trouver, car la distribution ne donne aucune garantie et se présente de façon aléatoire. Les dépôts se font de façon aléatoire. Si le courant est continu, là on peut participer à ce qu'on appelle un granuloclassant, mais c'est très complexe. Surtout que ce sont des formations qui ont un âge de 5,3 millions d'années qu'on appelle le Pliocène. Ce sont des formations du Pliocène. Pour les uns et les autres, ils vont penser que c'est assez vieux, mais géologiquement c'est récent, parce que par rapport au granit qu'on a aux alentours qui ont 300 à 200 millions d'années, une roche qui a 5 millions d'années, c'est tout à fait récent. Il est possible d'avoir de l'or, mais de façon aléatoire. On ne peut pas dire que c'est exactement ici. Il se pourrait que c'est juste un filon qui contient que 10 grammes qui s'est altéré, qui est venu ici et quelqu'un a ramassé. Il se pourrait qu'il n'y a plus rien. Tout est fini. Mais il se pourrait qu'il y en a aussi partout. Compte tenu de la pauvreté et de la mauvaise campagne agricole connue cette année, les gens continuent à aller à ce site dorénavant appelé Jado 2 et ni les chances réduites d'en trouver, ni l'éloignement du lieu, encore moins la difficulté du travail ou les accidents fréquents ne découragent ces orpailleurs. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.